31 mars 1939. Le défilé de la victoire totale de Franco à Madrid symbolise l'installation sur toute l'Europe d'une hégémonie fasciste indiscutée. Dans quelques jours, les Allemands feront leur entrée dans Prague et les Italiens annexeront l'Albanie. Un homme au premier plan de ce triomphe, qui n'aura pour lui rien d'éphémère, symbolise cette avancée pour l'instant inexorable du fascisme, Francisco Franco. Pourtant, ce militaire de carrière, qui n'était pas même l'initiateur du pronunciamento de 1936, n'avait pas au départ les atouts maîtres pour l'emporter. Sa victoire n'en est que plus complexe et plus spectaculaire. Pour la comprendre, il nous faut tout d'abord revenir sur le déclenchement de la guerre civile en 1936. Qui dirige alors le pays? Depuis le mois de février 1936, l'Espagne a pour gouvernement une coalition de Front populaire qui a précédé de quelques mois le même regroupement en France de socialistes réformistes, de républicains de gauche et de communistes, ces derniers pour l'instant hors du gouvernement. Mais l'Espagne n'est pas la France. Société encore largement agraire, elle hérite d'un terrible 19e siècle, anarchique, violent et immobile, et d'un partage presque total du pays entre catholiques fervents et laïcs militants. Comme le camp laïque libéral dans ses différentes incarnations depuis 1820 n'a rien fait pour donner la terre aux paysans, il en est résulté une profonde altération de l'identité de la gauche. Face au monde des villes, tour à tour libéral, radical, républicain, et au XXe siècle socialiste, voire communiste, le prolétariat rural d'Andalousie, puis ses enfants, devenus ouvriers à Madrid ou à Barcelone, a développé sa propre idéologie, hostile à tout compromis, le communisme libertaire ou anarcho-syndicalisme, où se mêle aspiration sublime à l'égalité totale et millénarisme violent. Dès l'instauration du Front populaire, les anarchistes, qui refusent de participer au gouvernement, s'engagent dans des violences sporadiques qui soulèvent d'indignation l'autre Espagne, l'Espagne catholique. Or, à droite, la radicalisation n'est pas moins forte. Les conservateurs espagnols ont dans leur propre rang le pendant idéologique de l'anarchisme de la gauche avec les carlistes, descendants de cette Vendée catholique et légitimiste espagnole qui, tout au long du XIXe siècle, surtout en Navarre, a combattu tout accommodement avec le monde moderne au nom de l'utopie opposée d'un ancien régime intégral. Dans le même temps, la droite conservatrice, plus racise, est débordée. Prise dans la faillite de son expérience d'autoritarisme besogneux avec le général Primo de Rivera dans les années 20, la droite classique espagnole doit subir tour à tour, au début des années 30, la poussée des républicains, l'abdication du roi Alphonse XIII, l'instauration d'une république parlementaire qui lui est défavorable. Discréditée, désorientée, la droite traditionnelle est prête à suivre n'importe quel homme fort. Celui-ci ne peut provenir que de l'armée, bafouée par le régime républicain, et secondairement de ce milieu de plus en plus agité de jeunes fascistes issus du conservatisme plus traditionnel. Dès le printemps 1936, un complot ramifié contre la République est mis sur pied avec l'aide des services secrets italiens et allemands en voie de réconciliation. Le putsch militaire a lieu le 18 juillet 1936 et il est mené avec beaucoup d'incompétence et d'irrésolution par l'ancien chef de l'armée, le général Sanjurjo, appuyé des principaux chefs de région militaires, Mola, Godet, Cuepo de Llano. En 2 jours de combat cruels, le pronunciamento du 18 juillet renvoie à la photographie des élections de février. La droite et les militaires sont maîtres des hautes terres de Castille, de la Galice, de la Navarre carliste, de l'Aragon et possèdent quelques têtes de pont en Andalousie ainsi que les Canaries et le Maroc espagnol. À la République, la Catalogne, le Pays basque, tous deux autonomistes, Valence, la Manche, Santander, l'Andalousie rouge et bien sûr Madrid. C'est la situation la pire. 2 armées avec 2 territoires et 2 systèmes d'alliance européens vont à présent s'affronter sans merci pendant 3 ans. Pour comble de surprise, Sanjurjo, chef du soulèvement, disparaît dans l'accident d'un avion qui l'amenait à Burgos pour y prendre le commandement de l'insurrection. L'heure de Franco a sonné. Mais qui est-il? Franco est l'homme de la situation, c'est aussi le propre auteur de sa réussite, un peu inattendue. Car l'homme n'est pas le militaire fasciste que l'on décrit volontiers dans la presse de gauche. Né dans la lointaine Galice, au Férol, dans une famille de marins, doté d'un physique peu charismatique et d'une origine juive nouvelle chrétienne qui est un secret de Polichinelle, c'est au départ un officier de tendance libérale, moyennement catholique, tourné vers la France
et affublé de surcroît d'un frère aviateur, Ramon, qui lui est républicain, franc-maçon et agité, ce qui trouble quelque peu son image. Mais il est avant tout l'incarnation du redressement de l'armée. Il a été fait général à 33 ans, après avoir sauvé spectaculairement la partie au Maroc, face à l'insurrection d'Abdelkrim en 1923. Réputé fidèle à la République naissante, c'est à lui encore qu'incombe la répression impitoyable de la grève des mineurs asturiens en 1934. Il devient alors la tête de turc du Front populaire et il se joint tout naturellement, par esprit d'autodéfense, mais sans se mettre en avant, à la conspiration des chefs de l'armée, Sanjurjo et Mola. Car Franco est tout sauf un idéologue. De sa formation, il a tiré deux traits essentiels, le sens de la discipline et de l'ordre, qui lui vient de son adhésion complète à l'idéal militaire, le sens de la dissimulation et du double langage, qui lui vient, lui, de sa famille marane. Dans la situation critique de 1936, il va faire un usage remarquable de l'une et de l'autre. Car replié sur l'Espagne pauvre, minoritaire dans le pays, avec une armée qui a explosé, le camp nationaliste doit d'abord compter sur ses alliés extérieurs. Qui sont-ils ? Outre le Portugal de Salazar, son grand arrière, Franco dépend d'abord et avant tout de Benito Mussolini. Mussolini considère depuis son avènement la péninsule ibérique comme le complément naturel de l'influence italienne vers l'ouest. Il cherche même à y obtenir des bases vers l'océan Atlantique, et c'est la raison pour laquelle il s'intéresse tant d'emblée à l'armée d'Afrique de Franco et aux Canaries. Très vite, dès la fin juillet 1936, il dépêchera 70 000 volontaires en Espagne, ainsi que des chars, des avions, souvent de qualité moyenne, mais fort utiles pour une armée qui a perdu ses stocks et ses dépôts. Sa marine aide Franco à tenir les Baléares. Mais Mussolini est un allié encombrant. Il cherche à imposer un véritable protectorat à l'Espagne. Le Duce avait en effet négocié une reddition particulière des nationalistes basques, très catholiques et républicains assez tièdes, qui étaient tout prêts à accepter la régence d'un prince italien sur leur province détachée du reste de l'Espagne. C'est là que Franco, dont le beau-frère, le général aviateur Serrano Suñer, est un admirateur fanatique de Göring, saura admirablement jouer de la carte allemande pour contenir les ambitions italiennes. Franco réussit alors à persuader Hitler et Göring que Mussolini et les Anglais préparent entre eux un cessez-le-feu et un partage de l'Espagne par-dessus la tête de Berlin. La réponse nazie est à la hauteur de l'enjeu, c'est l'anéantissement, le 26 avril 1937, par les aviateurs allemands de la Légion Condor de Guernica, au lieu particulièrement révéré de l'identité basque. Ce crime barbare, immortalisé par Picasso, est donc aussi le résultat d'un des plus beaux stratagèmes du caudillo galicien. Après la série des victoires nationalistes en Aragon, dans le Nord, puis en Andalousie, la défaite finale des Républicains ne fait guère de doute. Mais l'héroïsme des combattants de Madrid, en février 1937, appuyé par les brigades internationales venues de toute l'Europe, retarde encore l'échéance. Là encore, Franco agit avec circonspection. S'il avait forcé son avantage militaire fin 1937, il aurait pu aussi provoquer un basculement des opinions occidentales en faveur d'une intervention au profit des Républicains, laissant durablement l'Espagne méditerranéenne et Madrid aux mains de ses ennemis. Pour éviter cet engrenage, il lui fallait désormais allier la ruse à la force. C'est ainsi l'accord tacite des démocraties occidentales qui va définitivement lui conférer la victoire. Dès 1936, Franco n'a cessé de faire passer des messages à l'Ouest. À ses interlocuteurs militaires français, il rappelle la fraternité d'armes au Maroc. À ses soutiens anglais, il donne toutes les garanties possibles sur Gibraltar et sur les biens anglais en Espagne. Très vite, le Premier ministre britannique Stanley Baldwin, son futur successeur Neville Chamberlain, lui sont acquis, comme tout l'establishment britannique, Churchill compris. Sous la pression de Londres, Paris finit par s'aligner. Pourtant, à aucun moment, l'alliance allemande et italienne n'aura été remise en cause par Franco. La France et l'Angleterre ont donc capitulé pour rien. C'est désormais sans effort militaire gigantesque, malgré les 3 dures batailles de 1938 aux confins de la Catalogne, Brunete, Belchite et Teruel, qui se prolongent jusqu'en janvier 1939, que Franco, dans un habile jeu de bascule, s'achemine vers la victoire militaire totale, lorsque le putsch du colonel républicain Casado à Madrid ouvre la voie à la capitulation du régime légal. Le 28 mars 1939, Madrid tombe aux mains des franquistes.
Comment expliquer cette victoire? Certes, il y eut des unions dans le camp républicain, des violences entre communistes et trotskistes du POUM à Barcelone en 1937, mais elles n'entraîneront pas d'effondrement immédiat, ni du front, ni de l'arrière. Certes, il y eut la non-intervention des démocraties, mais elle ne fut jamais totale ni sincère, fort heureusement, et la République reçut ses armes, notamment de la France, du Mexique et de l'Union soviétique. Il y eut hélas avant tout la capacité exceptionnelle d'un homme, Franco, tout à la fois à se battre courageusement avec une bonne armée, faite essentiellement de carlistes navarrais et de volontaires marocains, et à jouer d'une ruse permanente sur le terrain international. Meilleur stratège que Hitler, bien meilleur politique que Mussolini, Franco fut l'auteur essentiel de son succès, qui, comme toute victoire espagnole, tient à la fois de Don Quichotte et de Sancho Panza. Mais ne nous y trompons pas. Toutes les capacités d'ouverture du caudillo n'ont jamais visé qu'à instaurer une dictature entière, impitoyable. De 1939 à 1943, c'est ce vainqueur absolu qui courtise déjà l'Occident et refuse à Hitler son territoire et le concours de son armée, qui continue imperturbablement à fusiller 20 000 prisonniers républicains et à réprimer sans faiblesse toute résurgence de la gauche. La ruse de Franco n'a jamais fait bon marché avec l'honneur ni avec la clémence.